Bienvenue à tous et bienvenue sur sur ce nouveau webinaire sur les défis des directions innovation en 2021. Juste pour vous rappeler un peu le contexte du pôle finance innovation, nous on est un pôle de compétitivité mondiale en France dédié un peu au secteur de la finance. On a été créé en 2007 par l'État français en partenariat vraiment avec la place financière de Paris. On fédère un peu l'ensemble des acteurs de l'écosystème financier, que ce soit des instituts financiers, grandes entreprises, académiques, et la plupart sont des startups fintech, en vue d'encourager vraiment la création de projets collaboratifs innovants et d'accélérer un peu cette compétitivité de la place financière, notamment aussi dans la croissance des entreprises de toute taille et aussi la création d'emplois. Nous avons plus de 600 membres au sein du pôle finance innovation, composé de ces membres justement. Et l'un des axes principaux de finance innovation, c'est d'animer l'écosystème via des événements. Et cet événement, justement, qu'on va expliquer par la suite sur ce webinaire, qui est de cibler justement les défis des directions innovation en 2021 et d'y répondre justement grâce au partage des bonnes pratiques. Je laisserai après la main à Salim. Mais voilà, juste pour vous présenter un peu les intervenants. Donc, nous avons Stéphanie Dauventure, responsable expérience client et innovation chez Crédit Agricole de France, Anne Radvol, responsable innovation au sein du groupe Vive, Olivier Laborde, auteur et influenceur, Louis Léry, account executive chez Elros, Salim Choukri, fondateur et CEO de CleanBlue, qui sera le modérateur de cette table ronde, et Emma Six, aussi, qui sera associée FinTech InsurTech au sein de CleanBlue, qui sera aussi modératrice de cette table ronde. Je laisse à présent la main à Salim pour qu'il puisse un peu expliquer le contexte de ce webinaire. Merci à vous. Et juste avant, excuse-moi Salim, juste pour vous dire à tout le panel qui est présent au sein de ce webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions sur l'onglet questions. Voilà, merci à toi. Merci beaucoup Peter. Merci beaucoup à toutes les équipes du pôle, à Peter, à Clément pour l'organisation de ce webinaire. Merci à nos chers invités qui nous font le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Et merci à Emma également pour l'organisation. Pour dire deux petits mots sur CleanBlue. CleanBlue, on est une plateforme d'open innovation avec une spécialisation sur la banque, l'assurance et la santé. On a fait un pivot décisif en 2020 pour passer d'un cabinet de conseil en innovation à une plateforme d'open innovation. Aujourd'hui, CleanBlue, c'est plus de 26 clients, principalement sur les pays francophones, la France, la Belgique et le Luxembourg. Et à partir de juillet, on aura la version anglaise de CleanBlue et l'ouverture de nouveaux horizons pour CleanBlue dans les prochains mois. L'objectif de la table ronde aujourd'hui, c'est de parler un peu des défis des directions innovation, de ces nouvelles cellules qui ont été créées après 2015. On a relevé trois principaux défis. Un défi qui est celui de l'acculturation. On sait que acculturer des organisations où il y a un grand nombre de personnes et où il y a une appétence au digital qui est assez variable en fonction des collaborateurs, c'est un vrai challenge. Et nos participants vous partageront un peu leur recette secrète sur l'acculturation. Deuxième défi, c'est l'industrialisation. Comment faire en sorte que la direction innovation puisse avoir un impact réel sur le PNL de l'entreprise en prenant en compte tous les systèmes legacy. Et puis, troisième défi, c'est celui des outils. On sait qu'il y a des référents innovation au sein de tous les métiers. On sait qu'il y a de plus en plus de startups dans l'écosystème. Et donc, c'est un vrai défi de pouvoir suivre l'ensemble de ces startups et mobiliser l'ensemble des collaborateurs au sein d'un même outil. Ça va être le troisième sujet qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. Sans plus tarder, je propose à nos chers invités de pouvoir se présenter, en commençant du coup par Stéphanie Dauventure du Crédit Agricole d'Île-de-France. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Stéphanie Dauventure et je suis responsable de l'expérience client et de l'innovation au Crédit Agricole Île-de-France. Crédit Agricole Île-de-France, une banque de territoire, 1,5 million de clients et 3 900 collaborateurs, puisqu'on va parler d'acculturation et il faut qu'on parle aussi des collaborateurs. Voilà. Est-ce que tu peux nous citer quelques chiffres clés peut-être sur le nombre de startups rencontrées, les partenariats que vous avez pu avoir en introduction pour poser un peu le décor sur le CADIF? Oui, l'équipe innovation est très concentrée sur son activité d'open innovation et donc elle a été créée il y a
environ 4 ans. Donc, tu faisais référence à 2015. Nous, l'équipe s'est installée en 2016 et on a orchestré les rencontres de un peu plus de 350 startups avec les responsables de projets internes à l'entreprise. Et sur les 350 rencontres, on a embarqué et transformé 70 collaborations avec ces startups. Ok, merci Stéphanie. Anne? Alors, bonjour à tous et à toutes. Vous m'entendez bien? Super. Ouais. Merci, je suis ravie d'être là. Donc, moi, je suis Head of Innovation au sein du groupe Vive. Donc, le groupe Vive, c'est un tout petit groupe de 45 000 collaborateurs et de 10 milliards de chiffre d'affaires. On est présent sur 4 verticales métiers, mutuelles et assurances, et également services et assistance, habitat et logement social, ainsi que soins et accompagnement. Donc moi, je suis à la holding, même si on ne dit pas holding en mutualité, mais ça y ressemble quand même fortement. Et notre job, c'est d'accélérer la dynamique d'innovation partout dans le groupe en nous appuyant sur nos homologues ou des équivalents des directeurs, soit innovation ou marketing ou stratégie dans les entités, dans les métiers. Et donc, pour vraiment insuffler cette dynamique d'innovation, de rapprochement avec l'écosystème de l'innovation partout dans le groupe et dans nos 4 verticales métiers. Donc, c'est vraiment un très gros challenge et c'est un beau challenge. Merci Anne. Olivier? Bonjour à toutes et à tous. Donc, je travaille également dans l'innovation et la transformation dans un grand groupe. Et aujourd'hui, je prends la parole en tant qu'auteur et observateur de l'innovation et de la transformation. J'ai écrit un livre, Innover ou disparaître, comment remettre l'innovation au cœur de l'entreprise. Et puis, je chronique sur l'innovation et la transformation sur les canaux que sont Force.fr, Siècle Digital ou Harvard Business Review régulièrement. Et voilà, je regarde de près cet écosystème à titre personnel également. Et je suis très content d'être parmi vous cet après-midi. Merci Olivier. Et pour conclure, Louis de Zelros. Bonjour, donc Louis Léry, je suis également très content d'être parmi vous cet après-midi. Je représente la société Zelros. Nous sommes un grand groupe de 50 personnes spécialisées dans la distribution d'assurances. Donc Zelros, c'est une start-up qui a été créée en 2016. Aujourd'hui, nous sommes présents en France, en Italie, en Allemagne et notre dernière levée de fonds qui s'est terminée en janvier vise à nous permettre de nous exporter sur le marché nord-américain. J'essaierai cet après-midi d'apporter un petit peu le point de vue start-up par rapport aux problématiques des directions d'innovation. Directions d'innovation avec qui on a beaucoup travaillé au cours des premières années de Zelros. Et maintenant que notre produit est plus mature, on se tourne de plus en plus vers d'autres directions, mais ça reste des interlocuteurs privilégiés pour nous. Super. Merci beaucoup à tous et à tous. Je vais passer du coup la main à Emma pour la table ronde du coup. Yes. Bonjour à toutes et à tous. Démarrons cette belle table ronde qui sera du coup structurée en 3 parties. Donc le premier défi duquel nous allons parler, c'est celui de l'acculturation. On parlera ensuite du défi de l'industrialisation et du défi du rôle futur des directions innovation et des outils qui peuvent les accompagner. Du coup, pour parler de ce premier défi de l'acculturation, de réussir à embarquer les équipes métiers, mais également tous les collaborateurs de l'entreprise au sein de la stratégie innovation, l'idée, c'est d'avoir vraiment vos avis sur les différents challenges que vous avez eus et les bonnes pratiques que vous avez pu ressortir de ces différentes situations. Est-ce que, Anne, tu peux commencer avec tes challenges et tes bonnes pratiques? Merci Emma. Alors nous, on est parti d'une page blanche. C'était l'intérêt de travailler dans un groupe qui venait de naître. Et en fait, on a déjà construit notre écosystème de l'innovation. On s'est demandé avec qui il fallait absolument être partenaire et être connecté. Donc en fait, on s'est connecté évidemment à un certain nombre d'accélérateurs, d'incubateurs. On s'est connecté à Finance Innovation, dont on est membre.
à des agences de notation comme Kleinblue et qu'on utilise énormément. On a également mis des tickets dans des fonds d'investissement, des fonds qui sont soit en lien avec une de nos 4 verticales métiers, qui vont accélérer directement une de nos 4 verticales métiers, ou qui sont des fonds transverses, par exemple, sur des sujets plutôt deep tech, très digitaux. Et en fait, toute cette connexion à l'écosystème nous permet de remonter un deal flow très qualifié sur des thématiques d'innovation que nous ont remonté les métiers. Donc voilà, je pense que la construction d'un écosystème, c'est vraiment quelque chose qui a été stratégique dans la construction de la stratégie de la Dirino. Concomitant également à l'acquisition et au déploiement d'un SURM qui a été vraiment la pierre angulaire également de notre visibilité et dans notre reach vraiment et de notre diffusion au sein du groupe. Donc aujourd'hui, Startup Flow qui est diffusé depuis un peu plus de 2 ans est accessible à peu près 800 collaborateurs et en fait recense plus de 1000 innovateurs externes qui sont dans le radar de notre groupe, et c'est très précieux parce qu'en fait, comme on a des entités comme MGEN, Harmonie, MNT, MGFI, qui peuvent avoir vraiment des priorités stratégiques très similaires. Louis parle du commercial augmenté, typiquement les sujets de relations clients, qu'on soit HM ou qu'on soit MNT ou qu'on soit MGEN, les sujets voilà, de relations clients sont au cœur des préoccupations en fait de nos entités. Donc typiquement, c'est très important de pouvoir partager la connaissance. Et donc ce SURM était vraiment l'infrastructure qui nous permettait de partager cette connaissance. Après, nous, ce qu'on fait, je pense en termes de valeur ajoutée, Louis parlait de valeur ajoutée des directions Inno, et ben c'est qu'en fait on va capter les besoins des métiers, vraiment ceux qui seront nos clients internes pour être accompagnés dans des démarches d'Open Inno. On va capter au plus près les besoins des métiers et on est les Tinder en fait de l'innovation. On va rapprocher ces besoins métiers des meilleures startups qu'on a identifiées, et en fait on va pas prendre une startup, on va essayer grâce justement à des outils comme la plateforme de Kleinblue, on sera en mesure à chaque fois sur une thématique de faire un mapping de start-up et de les positionner pour voir quelles sont leurs différentes propositions de valeur et où est-ce qu'elles se différencient et en quoi il y en a une qui sort du lot parce qu'elle correspond plus aux enjeux de nos métiers. Donc ça, c'est vraiment la base, avec évidemment des cafés d'acculturation pour embarquer l'ensemble du groupe, mais je dirais que autant il y a des cafés vraiment de l'innovation qui vont embarquer l'ensemble du groupe, autant nos clients internes, c'est vraiment les métiers. Et là, on déroule le tapis rouge avec ce que je disais, identification des thématiques et accompagnement dans des démarches d'innovation très structurées. Et en fait, nous, on s'arrête au moment du POC. Et en fait, après, c'est vraiment c'est le métier qui devient head et qui prend le lead. Et on n'est plus ensuite sur les sujets d'industrialisation. On passe la main au métier. Et de toute façon, c'est le métier qui teste. Hein. Nous, on ne porte aucun projet en direct. Donc, je dirais que vraiment, l'acculturation, c'est la brique ultra importante de ce dispositif, ainsi que tout ce que j'ai mentionné, donc écosystème, SURM et identification, accompagnement des métiers et surtout démarche à chaque fois ultra personnalisée, et je me tais. Sinon, les autres vont pas pouvoir parler. De très belles bonnes pratiques. Stéphanie, qui du coup dirige également la direction innovation du Crédit Agricole d'Île-de-France. Qu'est-ce que tu peux nous apporter du coup aussi sur ce sujet ? C'est assez proche, on se rejoint dans l'organisation que vient de présenter Anne, c'est qu'il y a un premier chapitre externe qui est la brique de je construis mon écosystème, je me positionne dans certains fonds et je mets en place les outils pour faciliter mon sourcing. Ça, c'est la brique 1 externe. Dans la brique 2 interne, elle est structurante. C'est-à-dire que nous, on a simplifié l'identification des besoins en interne parce que l'innovation a été positionnée comme un moyen au service du plan stratégique de l'entreprise. Et dans le plan stratégique de l'entreprise, on a une dizaine de projets phares
qui sont autour de la relation client, évidemment, des sujets de transfo collaborateurs, et puis on a un sujet aussi, nous, sur la partie RSE. Donc, la liste des besoins internes est déjà préétablie par le plan stratégique de l'entreprise qui est renouvelé tous les 3 ans. Ça, c'est un point qui nous a fait gagner beaucoup de temps. Ça, c'est un point important. Et la deuxième, un autre facteur clé de succès, c'est que quand on a démarré, on s'est dit par quoi on commence. On a commencé par les responsables de projet qui étaient les plus appétents, qui avaient la maturité digitale la plus prononcée, celle qu'on avait identifiée au travers d'un mini-audit maturité digitale, et on a valorisé leur réussite pour donner envie aux autres de suivre. Voilà, pour compléter l'approche d'Anne. Et il y a un point qui est important peut-être à souligner, c'est que de par mon expérience, j'ai aussi travaillé en start-up. Et donc, je connais les contraintes et les avantages de la start-up, mais je connais aussi les contraintes et les avantages du grand groupe. Et donc, l'activité qu'on a eu à cœur au sein de l'équipe innovation, c'est de faire en sorte comment on rassemble ces deux mondes-là pour qu'ils travaillent bien et qu'ils soient utiles l'un envers l'autre. Top. Est-ce que du coup, Olivier Laborde, tu peux aussi nous apporter une vision aussi corporate de cette acculturation ? Sur l'acculturation, plus précisément, je pense que, à titre d'observateur, une direction innovation doit gérer le choc des cultures quelque part entre un monde de grands groupes avec beaucoup de process et puis une start-up qui n'a pas forcément de process au démarrage, qui n'a pas la même vitesse. Donc déjà, il faut gérer le décalage qu'il peut y avoir entre l'interne et l'externe. Et quelque part, la direction innovation joue un rôle de traducteur, traducteur sur les contrats. Certains font 100 pages d'un côté, 2 pages de l'autre. Traducteur sur les ambitions de délai, ça va être 18 mois d'un côté, ça va être 3 mois de l'autre. Et ça va permettre, en connaissant les deux langages, de faire en sorte que ça se rapproche et qu'il y ait un consensus et que ça avance dans le même sens. Et ça, je pense qu'au niveau de l'acculturation, c'est important. Tant côté, on va dire, grand groupe, mais aussi voir avec la start-up comment expliquer comment fonctionne un grand groupe, parce que pour eux, parfois, c'est quelque chose d'assez étranger. Et c'est important aussi qu'il y ait quelqu'un qui leur explique pour ne pas générer de la frustration, comment fonctionne, et d'être clair sur les processus de décision et d'exécution. Après, sur la mise en place d'une culture et d'acculturation de l'innovation, moi déjà, c'est mon dada, c'est de se mettre d'accord sur ce que c'est l'innovation. Je pense qu'il peut y avoir plusieurs définitions de l'innovation, mais c'est très important, parce que sinon il peut y avoir des incompréhensions en interne, et notamment sur son ambition. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut faire de la communication? Est-ce qu'on veut faire de la prospective? Est-ce qu'on veut faire des nouveaux business models? Est-ce qu'on veut être meilleur que ce que l'on fait aujourd'hui? Et en fonction de la réponse, de la définition, de la question et de la problématique à laquelle on veut répondre, on ne va pas mettre en place le même dispositif. Donc, c'est important de se mettre d'accord, parce que sinon, si on ne se comprend pas sur ce que c'est l'innovation, ça va créer quelques incompréhensions en interne. Et après, la direction de l'innovation, ça a été dit par Anne et Stéphanie, elle est là dans un rôle d'accompagnement, d'acculturation. Donc, on a pu voir, j'ai entendu parler de cafés. Alors, ça peut être des lunch and learn, des cafés de l'innovation, des cafés, des meet-up start-up, des hackathons. Enfin, il y a un certain nombre de dispositifs qu'il ne faut pas galvauder. Il faut là aussi expliquer ce que c'est et pourquoi c'est fait, quelle est la finalité. Il y a aussi certainement ce rôle d'acculturation sur les grandes tendances et sur les technologies ou des usages. Quand on entend des gros mots comme peut-être l'intelligence artificielle, la blockchain ou autre, mais je pense qu'une direction de l'innovation peut justement permettre, par des sessions d'accompagnement, de sensibilisation peut-être d'abord plus que de formation, faire comprendre d'abord ce que c'est et de quoi on parle, et ensuite de voir et d'aider à identifier des cas d'usage. Voilà. Alors, juste pour conclure, parce que j'y pensais après, mais parfois il y a la création de comités d'innovation, et le comité d'innovation peut être, on va dire, l'instance qui va permettre justement de faire, d'une part, remonter les idées par l'ensemble de la société, si telle est l'ambition, de ne pas être une direction innovation un peu hors sol,
sur des nouveaux business models, qui peut avoir son sens, encore une fois, en fonction de la définition de la finalité que l'on veut. Et si jamais la finalité, c'est que tout le monde participe au processus, le comité d'innovation, aux côtés d'un comité produit, par exemple, peut adresser et permettre à chacun de s'exprimer, de remonter des idées tout au sein de l'entreprise. Est-ce que Louis, du coup, de ton côté startup, tu veux rebondir sur ce qu'ils ont dit? Non, je suis tout à fait aligné avec ce qu'ont dit Anne, Stéphanie, Olivier. Sur tout l'aspect acculturation, les directions de l'innovation ont avant tout un rôle de veille et de suivi des différentes startups sur le marché. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Anne, et j'en dirai un peu plus après sur les défis qu'on a rencontrés chez Zelros, mais c'est important que les directions d'innovation ne portent pas les projets de bout en bout, mais que ça soit porté et co-sponsorisé avec d'autres directions. Donc, c'est un point clé pour nous sur lequel je reviendrai. Oui, ok, top. Du coup, après ce premier défi de l'acculturation, donc des équipes métiers et des collaborateurs, l'idée, c'est de passer le plus rapidement possible à l'industrialisation, de comment passer du POC, en fait, à la réelle production dans l'entreprise. Du coup, là, j'aimerais bien pouvoir entendre toutes vos idées là-dessus, les challenges auxquels vous avez pu faire face et comment vous faites pour justement aller le plus rapidement vers l'industrialisation de tous ces beaux projets avec les startups. Peut-être Stéphanie, encore tu peux prendre la parole là-dessus. Ouais. Moi, je voudrais dire que dans la relation qu'on embarque avec la startup, on va chercher deux choses. On va évidemment, dans un premier temps, chercher l'innovation du service ou du produit qui est associé, mais on va aussi chercher le sujet de la transformation dans les méthodes de travail de notre côté. Et qui nous permettent d'accélérer la mise en œuvre du projet qu'on a défini au service de nos clients. Et c'est par ce biais-là, c'est en faisant qu'on travaille l'acculturation et c'est en faisant qu'on travaille notre transformation. Ça, c'est un point qui est important. Et dans cette phase de POC, déjà, il y a des règles très, très, très cadrées chez nous. Le POC, avant d'être lancé, est déterminé par ces métriques qui vont nous permettre de dire si c'est un test fructueux ou pas. On ne fait jamais de POC gratuit et on contractualise ce win-win dès le point de départ avec la start-up. Tout comme chez Anne, dans l'équipe innovation, ça nous arrive de porter en direct certains projets, assez rares, mais la plupart du temps, nous, on va accompagner et trouver les bons partenaires, la bonne start-up, accompagner dans la méthode à des moments clés le responsable de projet, mais c'est lui qui lead, c'est lui qui prend la tête de son projet et qui va transformer ses habitudes de travail au contact de la start-up. Et donc, c'est lui qui détermine à la fin du test, puisqu'il a déterminé les KPIs en lançant, c'est lui qui va déterminer si ça donne lieu à une industrialisation ou pas, dans le schéma. Ok, très cadré et organisé. Olivier, est-ce que toi, tu as des bonnes pratiques aussi sur, si tu avais pu intervenir pas mal de fois sur des relations corporate startup, quelles bonnes pratiques tu pourrais nous partager? Je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Oui, enfin, il faut que ce soit très cadré et organisé. On n'est pas des directions d'innovation, des jeux où on tout sans méthode. Je pense que la meilleure moyen, alors il faut en définir une. Il faut certainement définir justement un process partagé qui n'est certainement pas le même process qu'un projet industriel. Donc déjà, il faut accepter et faire partager que ça va être deux process différents, mais ce sont des process. Et il y a bien une méthodologie à suivre sur ces sujets-là. Après, il y a quelques peut-être défis à relever. En premier lieu, c'est vrai que les startups aiment bien se présenter. Ce ne sont peut-être pas des fournisseurs comme d'autres. Souvent, on entend, c'est nous le client, eux, ce sont les fournisseurs. Je pense que ce n'est pas un fournisseur comme des grandes sociétés de services ou des progiciels. C'est des toutes petites structures, parfois très early stage. Et donc, je crois que l'humain et l'importance de l'humain dans le partenariat est important.
il faut que le grand groupe l'accepte, de fonctionner un peu différemment, que les KPI, ou en tout cas les process, vont être un peu différents, que ce soit sur les contrats, sur l'estimation de la viabilité de l'entreprise. C'est sûr, si on est la première référence, on ne va pas avoir les 3 derniers bilans comptables et les cabis de la société, et pourtant, ça, c'est des process industriels. Donc, il va falloir adapter un petit peu ces process-là, et non pas les supprimer. Je pense que ça a été dit également, mais le grand groupe, je pense qu'il devrait se laisser aller quelque part. J'aime bien ce terme, se laisser aller au rythme de la start-up, parce qu'il a tendance, en se positionnant s'il se positionne dans un rôle de client-fournisseur, à imposer un rythme, à imposer des process industriels. Il aurait tout à gagner. On a parlé, Anne, je crois, a parlé de méthode de travail, justement, à se laisser aller au rythme de la start-up et à la méthodologie de la start-up. Ça fait partie de la culturation et ça fait partie du fait qu'on va voir les choses différemment et qu'on va certainement aller plus vite. Après, il y a 2 autres points clés, je pense que tout le monde a en tête. Alors, tout à l'heure, je parlais quelque part d'un traducteur, on peut l'appeler un startup champion, c'est-à-dire celui qui va faire l'interface entre le monde interne et le monde extérieur. Il va falloir qu'il soit très résilient et qu'il sache vraiment parler des 2 côtés pour faciliter à la fois en interne et, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour faciliter la compréhension pour la startup, effectivement, de comment fonctionne le grand groupe, et pour que ces 2 mondes-là, où il y a un décalage, où il y a un choc de culture, se retrouvent avec la même ambition de réussir un joli succès. Et puis tout ça ne fonctionne pas si jamais il n'y a pas un fort sponsorship au plus haut niveau. Alors après, on ne peut pas toujours avoir le DG comme sponsorship, mais je pense que oui, un POC, ce n'est pas gratuit, oui, il faut un budget, et oui, il faut un sponsor. Et la meilleure chance de l'industrialiser, c'est déjà imaginer le sponsor de celui qui va héberger le projet industrialisé, et d'en faire un sponsor pour la phase pilote, parce que c'est lui après qui prendra le leadership et c'est lui qui l'accompagnera, parce qu'il aura trouvé des bénéfices et des bienfaits pour pouvoir améliorer soit ses process existants, soit vendre plus demain. Est-ce que tu as un exemple précis, Olivier, à nous partager de ton expérience là-dessus, sur le fait de se connecter à un corporate très vite, un sponsor très très vite pour accélérer la prise de décision? Oui, bien sûr. Enfin, souvent, en fait, moi je dis souvent, ou elles le font d'elles-mêmes, les startups, qu'il faut faire un petit peu d'avant-vente, en fait, comme peuvent faire, je vais en citer plusieurs, Capgemini, Accenture ou d'autres, comme à la télé, il faut citer plusieurs marques. Mais voilà, parce que si ne s'appuie que sur le startup champion, je pense qu'il y a un risque. Lui, il est pas forcément, il a une envie de bien faire, il a envie de faciliter, il n'a pas forcément tous les pouvoirs. Et je pense que la startup devrait faire de l'avant-vente, et effectivement, comme les grands groupes. Alors, je sais que c'est parfois difficile parce que les ressources ne sont pas extensibles et puis elles n'ont pas cette connaissance-là. Mais je pense qu'elles ont tout intérêt à aller voir le directeur de la business unit et à en faire un sponsor avec le startup champion, ou voir le directeur général pour, ne serait-ce que faire part de son actualité, faire part des levées de fonds qui sont en cours pour montrer sa crédibilité. Parce qu'à la fin du fin, il y a aussi une relation extrêmement humaine. Et surtout aujourd'hui où on a pas mal fonctionné à distance, comme aujourd'hui d'ailleurs, moi j'ai remarqué que sur des partenariats start-up tout à fait récemment, à chaque fois qu'on a fait une réunion en respectant les conditions sanitaires en présentiel, à chaque fois ça a accéléré le projet, quoi. Donc voilà, qu'elle n'hésite pas à aller voir au-delà du startup champion, qui, même s'il est clé, n'est certainement pas suffisant si on veut industrialiser, embarquer toute la société. Alors, de concert avec lui, bien sûr. Ok. Et ce mot startup champion, il a été plusieurs fois énoncé. Et je sais que Louis, tu m'avais parlé de super-héros. Oui, ça m'a fait rigoler. Ce moment intervenant qu'on recherche tous. Côté startup, qu'est-ce que tu veux nous dire sur ces super-héros?
super-héros, pour moi, c'était plus sur un des points que je voulais évoquer, mais après, c'était sur l'aspect IT, en fait. À un moment, quand on déploie des projets innovation liés au digital, liés à l'IA, liés aussi des sujets que je connais moins, comme la blockchain, à un moment, il faut quand même se déployer, être interfacé avec un certain nombre d'outils, etc. Et on sait que c'est des choses qui... Malheureusement, je suis encore déçu sur des projets en cours qui peuvent prendre des mois alors que ça semble, de notre point de vue start-up, des choses assez triviales. Et en fait, de mon expérience personnelle et même côté Zelros, dès qu'on a ce que j'appelle un super-héros, une personne qui connaît à la fois bien l'IT interne du groupe et qui est à la fois capable qui a une vraie volonté de mener des projets et qui a maintenu toutes ses connaissances à jour. Et dès qu'il y a des personnes comme ça qui sont identifiées, qui rentrent dans les boucles, tout est d'un seul coup identifié et tout est d'un seul coup facilité. Et donc, ce que je conseillerais, c'est d'essayer, alors c'est des personnes qui sont souvent identifiées par des signaux faibles, mais d'essayer d'identifier ces personnes et quand il y a des projets innovants qui vont poser un certain nombre de challenges, de les mettre en première ligne avec les équipes IT. Et comme le disait Olivier, pour faire un dialogue entre les IT historiques qui ont un certain nombre de process et qui ont un certain nombre, une certaine inertie, et les startups qui disent voilà, il faut faire ça va prendre une demi-journée, allez go. Et là, il y a un grand écart à faire, et c'est s'appuyer sur ce que j'appelle des super-héros, mais c'est mon vocabulaire, ça peut aider. Et si je peux, sur les défis de l'industrialisation de manière plus globale, ce que je peux ajouter, la première chose, c'est quelque chose qui nous tient à cœur chez Zelros, c'est de ne pas faire le minimum de POC et le minimum de démonstrateurs avec nos clients. Une des premières taglines de Zelros, c'était quelque chose comme Stop doing POC, Go in production. Donc, on s'attache toujours à ne pas passer des semaines ou des mois à construire quelque chose en vase clos qui pourrait être déconnecté des besoins réels, mais le plus tôt possible d'essayer de mettre quelque chose en production, même si c'est une version dégradée, mais de la mettre entre les mains des utilisateurs finaux. Un POC ou un démonstrateur qui est déconnecté, on pourra toujours lui faire dire ce qu'on veut. On n'aura jamais le retour qu'on a en termes avec des utilisateurs finaux et dans une situation réelle. Donc voilà, ne pas passer trop de temps sur les POC et démonstrateurs. Et la dernière chose que je pourrais dire là-dessus, et c'est sans doute la plus... le problème auquel on s'est le plus confronté chez Zelros, et ça me fait plaisir que les autres intervenants les mentionnaient, c'est ce problème de sponsoring. Il y a au moins 3 fois chez Zelros, très clairement, on a mené des projets avec des équipes innovation. Les projets ont été déployés en production, souvent de manière rapide, avec l'ensemble des exigences qui ont été répondues. Mais une fois qu'on est arrivé en production et que la première phase du projet a été livrée, on s'est retrouvé en fait sans sponsor, parce que naturellement, la direction innovation n'est pas destinée à suivre en production ce type de projet. Et en même temps, la direction des équipes, les directions métiers ont été insuffisamment embarquées dans le projet. Olivier l'a bien dit, il faut qu'on passe côté start-up du temps en avant-vente pour bien impliquer les directions métiers et identifier d'autres sponsors pour prendre la suite des directions innovation. Mais je suis bien placé pour savoir que ce n'est pas toujours simple de rencontrer tous les DG et qu'on voudrait rencontrer plein de monde, mais que ça présente un certain nombre de challenges. Donc, quand les équipes innovation doivent porter des projets, si vous devez retenir une chose de ce que j'ai dit, c'est bien faire attention à ce que notre direction co-sponsorise le projet et soit prêt à le reprendre une fois la première mise en production réalisée. Et il y a quelque chose que j'aime bien rappeler, c'est sur des projets de ce type-là, la mise en production, ce n'est pas la fin du projet, c'est le début. Parce qu'en particulier sur les projets IA, il y aura du suivi à faire, du coaching de l'IA à apporter, etc., etc. Et c'est des choses importantes.
Complètement. Et est-ce que du coup, Anne, aussi côté direction, innovation, tu as aussi des success stories ou alors même des partenariats qui ne se sont pas forcément bien passés, mais du coup, des expériences desquelles tirer des bonnes pratiques de collaboration? Alors, nous, on imagine dès le départ, en fait, un projet industriel, en effet, comme Louis en a parlé. Et en fait, on ne fait pas de POC si les métiers et si on n'imagine pas un futur, un potentiel scale-up. Et pour autant, tout ce qui est POC ne passe pas en scale-up. Mais ce que je veux dire, c'est que l'intention est derrière. Et si on sait qu'il y a, par exemple, aucune opportunité d'industrialisation, eh ben, on fait rien, en fait. C'est pas la peine d'engager des ressources, de faire croire aux startups qu'il y a une opportunité après, de prendre de la bande passante aux métiers ou aux ressources. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Un KPI de POC, on s'en fiche totalement. Ce qui est important pour nous, c'est de bien cadrer dès le départ. On a beaucoup parlé de cadrage, comme quoi l'innovation, c'est aussi beaucoup de process et de cadrage, et ça, c'est quand même hyper important. C'est-à-dire que en fait, déjà, on ne travaille pas avec des startups naissantes. Chez nous, c'est très compliqué. Il faut qu'il y ait déjà un produit plus ou moins mature quand même, un process. C'est déjà compliqué, hein, vu la taille de notre groupe, de travailler avec des startups, mais des startups qui viennent de se créer, c'est pas possible. Et moi, je reçois beaucoup de mails de gens qui me disent on vient de créer une startup, on aimerait votre avis, et c'est encore que des slides, c'est pas possible en fait. Nous, il faut qu'il y ait déjà un produit. Idéalement, il faut qu'il y ait déjà des clients. Je crois qu'on s'en fiche un peu d'être le premier qui travaille avec cette start-up. Hein. C'est pas tellement notre sujet. Le sujet, c'est vraiment qu'est-ce qu'on va retirer de cette collaboration. Ce sera quoi les bénéfices du partenariat. Et on a beaucoup parlé de KPI, en fait, qui sont intégrés dès le cadrage. Et nous, c'est le cas, évidemment. Vu la taille de notre groupe et je disais, vu la pluralité de nos entités sur un même secteur, en particulier l'assurance, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on peut dérisquer les expérimentations. Par exemple, sur une thématique, s'il y a une thématique d'intérêt pour un métier, on va checker que les autres entités ont ou pas le même besoin. Je le disais tout à l'heure. Et bon, il y a quand même de fortes chances qu'ils aient à peu près tous les mêmes besoins, surtout quand on prend des sujets comme la relation client, comme tout ce qui est traitement des réclamations. Évidemment, c'est des sujets d'ultra actualité pour nous tous, hein, assureurs. Et là, si j'ai une entité qui me dit, bah moi, je veux bien tester. En fait, du coup, elle va tester pour l'ensemble du groupe. Moi, du coup, je vais pouvoir participer au financement de cette expérimentation. C'est une façon pour moi de l'accompagner et de dérisquer en fait cette expérimentation en participant au financement. Dans le groupe des travails, dès le départ, on intègre de l'IT, on intègre nos amis de la direction des données et de la stratégie numérique avec toutes leurs connaissances en data science. Hein. On a des data scientists qui nous accompagnent et qui lèvent le capot sur des projets IA pour nous dire oui, voilà, c'est solide, on a des doutes sur la techno, etc. Donc, il y a un vrai audit en fait de la technologie embarquée par la start-up et ça permet d'embarquer les métiers dans toutes ces composantes IT et données, c'est ce que je disais, et c'est quand même hyper important. Le fait qu'on participe au financement facilite en fait cette prise de risque, et donc ça c'est ultra essentiel. Et ensuite, on organise un REX. Et là, les autres entités vont se dire, est-ce qu'on a envie de prendre le train? Est-ce que ça nous tente, etc. Et là, on pourrait imaginer une solution industrialisée à l'échelle du groupe. Alors, qui n'est pas une fin en soi, parce que vu nos cibles différentes, vu nos marchés différents, on n'aspire pas forcément à avoir une start-up ou un fournisseur par pain point. Mais c'est vrai que sur des sujets quand même de convergence IT, idéalement, ce serait génial en fait qu'on arrive
à concentrer nos partenariats d'innovation voilà, en particulier sur une thématique. Mais je pense qu'au dès le départ, c'est pas une fin en soi. On reste ouvert aux opportunités, mais le fait d'organiser ces REX, en fait, permet aux autres entités de bénéficier vraiment, voilà, d'un retour d'expérience très très fourni qui leur disent est-ce qu'on a envie d'embarquer ou pas. Le sponsoring, ouais, super important. Et je voyais dans le chat une question qui m'était destinée sur le fait est-ce que on ne travaille qu'avec des startups ou avec des fournisseurs installés? Alors, les fournisseurs installés, je sais pas trop ce que c'est, mais par exemple, dans le sujet de la relation client, il y a beaucoup de startups et beaucoup d'éditeurs. Les éditeurs, en fait, de nos entités ont aussi des composantes ou des fonctionnalités intéressantes. Alors, nous, on ne les regarde pas parce que déjà que notre job, c'est d'aller chercher, en fait, les propositions de valeur des startups. Ce qui est intéressant, c'est que les métiers, en fait, ont déjà ces éditeurs qui sont installés et donc seront en capacité de nous dire, ben voilà, tu nous proposes telle startup avec telle proposition de valeur, tel modèle économique de partenariat, etc., telle contrainte parce qu'il faut raccorder en fait un nouveau partenaire au SI éventuellement. Et ben nous en fait ce serait beaucoup plus facile et voilà pour ou pas ou plus facile ou pas ou équivalent ou pas de travailler avec un partenaire établi. Et ça c'est les métiers qui nous apportent cette connaissance parce que encore une fois on peut pas tout balayer dans nos directions. Mais c'est quand même intéressant de challenger les startups avec les acteurs établis. Donc oui, je réponds à cette question. Ils sont challengés par la connaissance des métiers. Oui, merci pour cette interaction et pour la réponse à la question de l'un des participants. Est-ce qu'avant qu'on passe à notre dernier défi, Louis, Stéphanie ou Olivier, vous voudriez apporter aussi quelque chose, un autre élément? Est-ce qu'on est bon? Moi, je peux juste rajouter sur la partie, effectivement, il y a un sujet, on a parlé, donc je voulais juste mettre de l'emphase dessus, mais en disant que jusqu'à présent, les startups étaient plutôt preneuses, c'est-à-dire qu'effectivement, nous, on a des process extrêmement forts. Souvent, les solutions sont en mode SaaS ou en cloud maintenant, et en général, au-delà de l'IT, on a des RSSI, donc de sécurité des systèmes d'information, qui vont auditer, qui vont scruter un petit peu. Et là, c'est pas, quand je parlais de traducteur tout à l'heure, il va falloir faire comprendre donc, au RSSI, au responsable du système d'information, de cette sécurité-là extrême, parfois dans certains secteurs d'activité, à un juste titre, parce que réguler et cible de nombreuses attaques. Il va falloir lui faire comprendre que voilà, c'est pas un fournisseur comme d'habitude, qu'il est en apprentissage. Et de l'autre côté, la startup montrer de la bonne volonté et progresser avec une roadmap de mise en application des recommandations. Jusqu'à présent, moi, j'observe que c'est plutôt assez bienveillant. Et même si les grands groupes imposent des choses extrêmement pointues et strictes, souvent la startup arrive à relever le challenge. Après, il y a un deuxième challenge, c'est le scale. Là aussi, il faudra, voilà, un pilote, c'est bien, mais quand on vend après pour des millions de clients ou de collaborateurs, quand c'est une innovation interne, il faut que ce soit robuste. Mais souvent, la startup apprend avec ses premières références. Voilà. D'où le partenariat et non pas client-fournisseur. Et du coup, pour terminer sur ce troisième défi que nous, qu'on avait identifié sur un petit peu le rôle futur des directions innovation dans les prochaines années et les outils qui peuvent accompagner les directions innovation. Quelle est votre vision là-dessus? Je ne sais pas qui veut intervenir là-dessus. Je peux y aller. Je voudrais dire, pour reprendre ce que vient de dire aussi Olivier, c'est que il y a une courbe d'apprentissage aussi qui s'est opérée. Moi, je vois les collègues de la partie RSSI ou même nos collègues juristes, les premiers contrats, les premières relations, les premières fois avec les startups, ce n'était pas évident. On a fait ce travail de traducteur et de hub, et maintenant, de plus en plus, il y a une connaissance mutuelle qui s'est opérée. Les startups ont appris aussi à travailler de mieux en mieux avec les grands groupes, et les grands groupes ont appris de mieux en mieux à travailler avec des startups. Et j'ai même envie de vous dire que
je trouve que durant ces 18 derniers mois, que Alors, nous venons de traverser, alors Stéphanie, ça semble un peu le bugué. sujet s'est désacralisé. On voit bien l'intérêt d'un problème de connexion. Oui. Oui. Alors, Stéphanie, on n'a pas bien pu entendre ce que tu as dit. Est-ce que tu nous entends bien? Alors, bon, je peux prendre le relais. Puis, ouais, peut-être que Stéphanie, si tu moi je vous entends bien, vous m'entendez? Tu peux peut-être nous envoyer soit les éléments de réponse dans le chat, et peut-être qu'en attendant, Olivier peut en effet prendre la parole sur ces sujets. Alors moi, sur les défis que je vois, donc après, il y en a de multiples, hein, mais si je devais en citer 3, je dirais déjà, on est dans une phase post-crise, hein, tout le monde parle de rebond. Souvent, moi, j'observe que l'innovation, c'est extrêmement fragile dans une organisation, hein, c'est fait d'une dynamique où c'est plutôt des cycles où il y a beaucoup d'enthousiasme au début, puis après, parfois, ça meurt tranquillement. Et donc, je pense que aujourd'hui, c'est vraiment peut-être qu'une direction innovation a été impactée par la crise. Et donc, on va avoir le défi peut-être de relancer une dynamique. J'ai lu certaines études qui faisaient état que effectivement à distance, c'était extrêmement intéressant, que le travail avait bien fonctionné, mais souvent sur des choses qui étaient déjà lancées, sur des tâches assez simples et des choses qui étaient lancées, et qu'au niveau créativité, ça avait plutôt faibli et que le lancement des nouveaux projets ou des nouvelles idées avait été complexe. Et donc, je pense que la direction innovation va avoir fort à faire pour relancer justement à distance et en présentiel, en digital, cette notion de créativité qui a peut-être pas sous la sidération pu en temps en heure. Le deuxième point, on parle beaucoup je venais juste en parler, de présentiel et de digital, de future of work. Alors, si la direction est transversale, l'innovation est transversale à l'entreprise, je crois que c'est un joli terrain de jeu. Comme je disais, il faut adresser aussi bien l'innovation pour les clients, mais également pour les collaborateurs. Et je pense qu'il y a un très joli terrain de jeu pour les directions d'innovation sur le nouveau mode de travail. Alors, je parlais de créativité, mais il y a bien d'autres enjeux. Enfin, le troisième enjeu, je pense que ça fait plusieurs années qu'on parle de data IA. Je pense qu'il est grand temps maintenant de transformer l'essai. Alors, grâce à des startups comme Zelros, ils font avancer effectivement le débat et d'autres également. Mais je crois qu'on est encore aux prémices et que une direction d'innovation pourrait donner un coup de boost. Ça a souvent parfois été pris par des directions de l'IT en créant des data lakes. Je pense que ça aurait tout intérêt que la direction d'innovation apporte sa pierre à l'édifice en pensant besoin, en pensant champ des possibles et en accélérant un petit peu les dynamiques et les cas d'usage. Oui, alors je peux abonder dans le sens d'Olivier par rapport à ce qu'il vient de dire. Tout l'aspect synergie avec les équipes IT et avoir une saine répartition des rôles afin qu'il n'y ait pas de concurrence sur ces sujets-là, mais que les directions d'innovation soient plus dans une posture d'accompagnement sur ces projets-là. C'est pour moi déterminant. Dans les prochaines années, il y aura les entreprises qui sont capables de lancer des sujets innovants, des sujets data, et qui vont s'en sortir par le haut. Et il y a les entreprises qui ne sont pas capables de lancer ces sujets-là, qui fermeront ou qui péricliteront, très clairement. Donc là-dessus, je suis complètement d'accord. Sur les rôles, globalement, des directions d'innovation, il y aura toujours ce rôle donc, de veille et de répertorier, de rencontrer des startups et d'essayer de capter les signaux faibles du marché. Je pense que pour bien réaliser, pour bien occuper ce rôle, c'est important que les directions d'innovation soient également des experts de la partie métier. On rencontre parfois des équipes d'innovation qui ont beaucoup besoin de reboucler vers le métier pour s'assurer des besoins et avoir une bonne compréhension des enjeux.
Je pense que c'est vraiment important que dès la première rencontre avec des startups dans les équipes innovation, il y ait une compréhension fine des défis qui s'annoncent au niveau des équipes métiers. On en parlait, donc les équipes innovation doivent garder un rôle opérationnel, être capables de faciliter les projets aussi bien au niveau relation avec les équipes métiers qu'avec l'IT. Et derrière, je pense que le rôle des directions innovation, il doit être également défini à un moment par les directions générales. Savoir, c'est pas toujours clair pour moi quand je rencontre une direction innovation quelle est la limite de leur mandat et jusqu'où ils sont entre guillemets autorisés à aller. Je pense que les directions innovation, faut pas du tout qu'elles soient timides, faut qu'elles s'autorisent à penser quels vont être les prochains business models de demain. On sait que typiquement là, on a la chance d'avoir Cadif et le groupe Vive autour de la table. On sait que il y a de gros challenges avec les taux bas, etc. au niveau des assureurs et banques assureurs. Donc, quels vont être les revenus streams de demain? L'exemple, et je pense que l'innovation là-dedans a un rôle déterminant à jouer. Ça peut jouer sur la survie ou non d'une entreprise. L'exemple que j'aime bien prendre, c'est Netflix et Blockbuster. Netflix faisait du DVD par correspondance. À un moment, il y a quelqu'un qui a dit il faut innover et on va faire du streaming de films. Et maintenant, c'est devenu le numéro 1 de l'entertainment. Blockbuster, aujourd'hui, c'est une entreprise qui était numéro 1 sur la location et qui a disparu parce que personne n'a décidé d'innover chez eux. Donc, je pense que les directions d'innovation, elles ont complètement un rôle central qui doit être poussé par les directions générales. Un beau challenge que les directions innovation ont. Est-ce qu'on a récupéré Stéphanie, peut-être? Oui. Alors, est-ce que Stéphanie, du coup, tu peux repréciser un peu ce que tu nous disais? Ouais, je voulais dire que depuis ces 18 derniers mois qu'on vient tous de traverser, moi, j'ai trouvé que ça avait accéléré aussi et levé les derniers freins qui pouvaient exister. Je le vois dans d'autres groupes, d'autres grands groupes aussi, sur le fait d'aller travailler avec des startups, c'est plus un sujet, quoi. C'est de moins en moins un sujet. On voit plus l'intérêt, tout le monde y voit son intérêt en termes d'accélération, accélération au service du client et accélération au service des collaborateurs dans leur appropriation des nouvelles méthodes de travail. Donc, ce sujet-là, il est parti à ça qu'on a tous intérêt à travailler ensemble. Et concrètement, ça prend corps de plus en plus dans les entreprises. Le besoin de transfo prime sur la... Est-ce que Anne, toi, tu ressens la même chose aussi en tant que rôle clé de la direction innovation de chez Vive? Alors oui, on a beaucoup parlé de transformation. Je pense que l'innovation finalement est un moyen au service de la stratégie et de la vision en fait du groupe. On a beaucoup parlé de mandat et je pense qu'en fait suivant le mandat, on peut aller dans plein de directions différentes. On peut aller sur des sujets, Louis en parlait, de création de relais de croissance. Donc typiquement des directions innovation qui ne font pas de l'acculturation parce qu'ils s'en fichent. En fait, ils n'ont que en tête de créer des nouvelles BU, des nouveaux relais de croissance et le sujet d'acculturation, en fait, c'est pas du tout leur objectif. Il y a des directions comme la nôtre dont l'objet, on est un groupe jeune, l'idée c'était comment on diffuse une culture de l'innovation, comment on fait en sorte que les métiers s'emparent de ces sujets d'innovation, de la connaissance, de l'identification des meilleures startups pour répondre à leurs enjeux stratégiques, parce que encore une fois, ils se réveillent pas un matin en disant j'ai envie de travailler avec Zelros. Malheureusement, Louis, ça n'existe pas. Je pense que personne ne se réveille le matin. Par contre, les sujets de relations clients, évidemment, tout le monde les a. Et donc, l'innovation, c'est une réponse à une priorité stratégique. Voilà. Et donc, en fait, vraiment, le mandat est ultra important. Et pour nous, le mandat, c'est l'innovation est au service des sujets d'excellence opérationnelle
ou de création de valeur, en fait, pour les offres, pour les métiers, pour les services, en fait, qu'on va accélérer. Donc ça, je pense que le mandat est super important et en fait, il peut pas y avoir de flou sur la corde là. C'est pas possible, en fait. Il faut vraiment que les directions en fait, la feuille de route d'une direction, elle doit être faite autour de ce mandat. Donc, nous, on a une nouvelle directrice générale depuis quelques semaines. Donc, moi, j'ai hâte d'avoir son mandat, mais ce que j'ai entendu d'elle me fait dire qu'on n'est pas très loin de ce qu'on fait depuis quelques mois, donc ça devrait aller. Mais sinon, voilà, moi, je suis capable de prendre un 180 degrés, mais voilà, je pense qu'on est relativement alignés. Donc, la connexion du mandat est hyper important. Et ensuite, le sujet de la connexion au métier. Alors, évidemment qu'il y a des partenariats d'innovation qui se font sans nous, et tant mieux, hein, parce qu'on n'est pas indispensable, et tant mieux si les métiers s'autonomisent. Mais dès que le sujet devient un peu compliqué, en fait, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous pour se dire, ben voilà, sur tel sujet, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on va mapper l'écosystème grâce à des outils comme Kleinblue, et on est capable de voir que sur un pain point ou sur une thématique, il y a 10 startups et qu'elles se différencient de telle façon. Et c'est parfois assez infime, et c'est hyper important parce que, en fait, on peut pas leur balancer une start-up comme ça, ce serait complètement non professionnel, en fait. On leur donne plusieurs start-up et on les aide dans la compréhension, en fait, voilà, des propositions de valeur, des business models, etc. Et on les aide à créer ce langage commun pour imaginer travailler ensemble. Et dans ma direction, en fait, on a 3 activités. On a la veille, on en a beaucoup parlé de veille. Donc, nous, on a un outil, en fait, de veille collaborative qu'on déploie. On a l'Open Innovation et on en a beaucoup parlé. Et en fait, on a créé un 3e stream dans ma direction que je trouve indispensable, c'est le Design Lab. C'est-à-dire comment on donne aux collaborateurs et aux collaboratrices des nouvelles méthodes pour mieux travailler les sujets d'innovation. Donc, comment on infuse une culture du design thinking, comment on infuse des méthodes de créativité. Et là, je pense que c'est à mi-chemin entre les RH et l'INO. Donc, c'est une zone un peu de flou que nous, on a travaillé d'ailleurs avec nos amis des RH, mais on voit bien qu'en fait, on est totalement légitime et on a mis en place des formations à la créa, des formations au design thinking, on a mis en place une tribu des facilitateurs. En fait, l'idée, c'est de partager l'expérience autour de ces nouvelles méthodes de travail et d'agilité et de créer de la solidarité pour s'entraider sur des projets, sur des méthodes, etc. Parce qu'en fait, finalement, l'innovation, c'est un mélange souvent de tech, parce qu'on parle quand même, on a beaucoup parlé de tech jusqu'à présent, même s'il y a des projets sans tech, hein, low tech, mais c'est quand même souvent de la tech. C'est de la tech et de la méthode. Et en fait, s'il n'y a que de la tech, ben, ça ne marche pas. S'il n'y a que de la méthode et qu'il n'y a pas la solution, ça ne marche pas. Et je pense que le bon équilibre, c'est de la tech avec la bonne start-up pour répondre aux bons besoins des métiers. Et c'est de la méthode pour que les humains, les hommes et les femmes qui vont porter ces projets, ben en fait, ils aient tous les outils, toutes les méthodes pour mettre en place vraiment des super projets de façon agile, voilà, avec une culture de la créativité et du design thinking. Et je pense que tout ça, en fait, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre et l'autre. Et tout ça ensemble fait que c'est magique, ça marche. Et encore, je pense que la cerise sur le gâteau, dans ma direction, c'est hyper important, c'est l'état d'esprit. Et nous, je pense qu'on se définit comme des barbapapas. On est un peu les barbapapas, barbamamas, c'est-à-dire que, en fait, on change de forme, on change de couleur selon les besoins des métiers. Tout est ultra customisé et en plus, on essaie d'être ultra sympa, ultra centré utilisateur envers nos clients internes. Et en fait, je pense que tout ça fait que on arrive à intéresser nos métiers et à se connecter aux startups. Mais voilà, c'est vraiment l'un et l'autre et l'autre et l'autre et l'autre qui fait qu'à la fin, ça marche. Un beau cocktail, un beau mélange. Il y a juste une question auquel on n'a pas répondu avant de terminer cette belle session de table ronde de Charlotte Deskerff qui disait, pour vous et vos équipes, que vous manque-t-il pour performer ou alors que vous manquait-il pour performer aujourd'hui? Peut-être que juste un rapide mot de la fin de votre part sur cette question avant de clôturer cette table ronde. Quel est pour vous, ce qui vous manquait ou ce qui vous a apporté, voilà, comme tu disais, Anne, cette cerise sur le gâteau pour votre direction innovation? En fait, ça dépend de ce qu'on appelle performer. Dès qu'on a des projets connectés au IT, c'est compliqué.
Et là, ça prend du temps parce qu'en fait, malheureusement, les métiers, ils ont déjà des projets en perspective, des plannings de projets IT importants. Et là, il faut arriver à non seulement intéresser les métiers, trouver le sponsor et en fait, court-circuiter tout le monde, c'est bzz, je change de ligne, bim, je remonte et bim, parce que voilà. Donc ça, c'est compliqué. Et pour que les équipes Inno se découragent pas, on a des projets de fond auxquels on croit qui sont compliqués parce qu'il y a du SI, il y a de la data, il y a des startups, il y a des métiers, etc. On sent que c'est le summum de la complexité. Mais on a des quick wins parce que aussi, on a réussi à mettre en place des projets innovants où là, il y a moins de SI, enfin, c'est moins compliqué, il y a moins d'IT, il y a moins de RSSI, etc. Et voilà, et ça fait du bien de temps en temps de se dire waouh, c'est bon, on a réussi, il y en a un qui est passé, quoi. Peut-être merci pour cette intervention. Peut-être que les autres, vous avez un dernier mot aussi. Ouais, moi, je vais juste aller dans le prolongement parce que je pensais à budget en fait. Alors, parfois, les directions de l'innovation doivent aller gagner le budget par force de conviction et pour trouver un petit peu de place. Parfois, elles ont un budget, auquel cas, elles ont la capacité, même en trouvant s'il n'y a pas trop de frottement avec l'IT, pouvoir faire des pilotes. Et souvent, on oublie d'avoir un budget ou de sécuriser un budget pour l'industrialisation. Et il faut éviter qu'il y ait cette déconnexion, ce découplage entre j'ai peut-être une liberté pour faire des choses en toute autonomie, même si c'est en partenariat, pour faire des pilotes avec des startups, des pilotes et pas POC, noterai. Par contre, je pense qu'après, il peut y avoir une vallée de la mort, en tout cas une traversée du désert, si jamais il n'y a pas eu un budget sécurisé pour l'industrialisation. Et comme c'est parfois des process complètement différents, ça fait qu'il y a beaucoup de POC ou de pilotes qui peuvent se fracasser sur l'industrialisation, non pas parce qu'il n'y a pas de bonne volonté ou d'envie, mais parce que on n'était pas dans le process d'industrialisation et budgétaire classique. Stéphanie. Moi, j'ai une vision avec les marches de l'escalier, c'est-à-dire que il faut monter marche par marche et une fois en haut de l'escalier, on est tous très fiers et il faut vraiment se découper cet escalier et faire. C'est-à-dire que c'est essentiel dans l'apprentissage de se lancer, de commencer petit, mais de faire. C'est comme ça qu'on progresse grâce à la méthode. Je rejoins Anne, c'est un travail de méthode et de cadrage. Ouais, je suis complètement d'accord. Et peut-être, j'ajouterais à faire, il faut également accepter parfois de faire des erreurs. Tous les projets ne sont pas destinés à aller en production. Quand on innove, parfois, ça donne des choses magnifiques. Parfois, ça sera pas toujours de grande réussite. Et donc, voilà, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il faut lancer des projets, aller en production, aller au contact des utilisateurs pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, quels que soient les obstacles qui peuvent se mettre en travers de la route, aussi bien IT ou en termes de méthode. Et ça donne envie de s'y mettre. Et en effet, ça demande de l'énergie, mais en tout cas, on en a vu de la belle énergie et des bonnes pratiques grâce à vous tous et à vos interventions. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas si Céline, tu veux dire un petit mot de la fin pour conclure. Ah, tu es en mute. Je voulais simplement remercier encore une fois le partenaire Finance Innovation et nos partenaires qui nous ont fait le plaisir d'être là aujourd'hui. Et vous aurez le plaisir de retrouver d'ici quelques jours un petit résumé de la session sur le site de ClimbBlue. Donc n'hésitez pas à rendre une petite visite au site web d'ici quelques jours pour le débrief de ces défis des directions innovation. Eh bien, merci beaucoup à tous. Merci, c'était un plaisir. Bon après-midi. Merci. Bon après-midi. Merci, à bientôt. Au revoir. Bye bye. Un grand merci à tous. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir.